Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, qui s'achève ce mardi, connaît la participation du ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Ce dernier s'est dit porteur d'un message du président malien de la transition, Assimi Goïta, à son homologue sénégalais, Macky Sall. Vous l'entendrez dans cette édition. Cap sur la transformation locale de cacao en Côte d'Ivoire. Le leader mondial de la production de fèves brutes ambitionne de construire une usine dans le sud-ouest du pays d'ici 2 ans. Coût de l'opération, plus de 100 millions de dollars. Et promouvoir le tourisme de mémoire dans la ville béninoise de Ouidah, c'est le plaidoyer de plusieurs historiens africains qui étaient réunis en colloque les 20 et 21 octobre. Les bases pour inscrire la ville de Ouidah au patrimoine immatériel de l'UNESCO y ont été posées. Mais tout d'abord, c'est ce lundi 24 octobre que devaient s'ouvrir les pourparlers de paix entre les protagonistes éthiopiens en Afrique du Sud. Malgré l'annonce de la présence à Johannesburg des deux partis, à savoir le gouvernement fédéral éthiopien et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré, le climat reste tendu sur le terrain, plus précisément dans la région du Tigré au nord de l'Éthiopie. Selon les médias tigréens, les bombardements aériens perpétrés par des drones se poursuivent. Ni la perspective de ce dialogue, ni les appels à un cessez-le-feu de la communauté internationale ne sont parvenus à apaiser les tensions. Notons que pour l'instant, très peu d'informations ont filtré sur ces négociations. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, participe à la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Un événement placé sous le thème « L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté ». Avant la clôture de ce forum de 2 jours prévu ce mardi, le chef de la diplomatie du Mali s'est dit porteur d'un message de fraternité et d'amitié du président de la transition, Assimi Goïta, à son homologue sénégalais, Macky Sall. Lors d'entretiens accordés en marge de ce forum, il a souligné l'importance pour le Mali d'œuvrer main dans la main avec le Sénégal, pays ami et frère, alors que la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest est sous tension. Écoutons-le. Je suis là à l'invitation des autorités sénégalaises pour prendre part à la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. En marge de cela, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali et chef de l'État, m'a chargé de remettre un message à son frère, le président Macky Sall, président de la République du Sénégal, un message de fraternité, un message d'amitié, un message dans lequel il remercie le président Macky Sall d'avoir déjà fait, il y a quelques semaines, un déplacement à Bamako. Le remercie aussi pour son implication dans la résolution des difficultés du Mali au niveau de la région et avec les partenaires du Mali, et saluer l'approche qu'il a par rapport à l'intérêt qu'il porte au dossier du Mali. L'autre composante, c'est essentiellement des messages aussi liés au renforcement de l'intégration régionale et de la coopération, notamment dans le cadre de l'OMVS, où les 2 pays, en rapport avec d'autres pays, sont impliqués dans ces programmes qui intéressent nos pays et dont l'avancée permettra d'améliorer significativement les conditions de vie de nos populations. Dans l'ensemble, c'est vraiment la volonté du président Goïta de continuer à œuvrer la main dans la main avec le Sénégal, pays ami et pays frère, pour pouvoir ensemble trouver les moyens de renforcer notre coopération bilatérale, de renforcer l'amitié et la fraternité entre nos peuples. Je remercie vraiment le président de m'avoir donné cette occasion. De son côté, le président sénégalais Macky Sall, hôte du 8e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, a rappelé ce 24 octobre l'importance d'une lutte multilatérale contre le terrorisme. D'après lui, je cite, « Le terrorisme qui gagne du terrain sur le continent n'est pas qu'une affaire africaine ». Fin de citation. Écoutons un extrait de son discours. Et face au terrorisme
Les opérations classiques de paix des Nations Unies ont montré leurs limites. Nous n'avons rien contre le système des Nations Unies, c'est notre système. Et je pense que ce forum, au fil des ans, a eu à prouver qu'il est temps de changer la doctrine. Des casques bleus attaqués jusque dans leur propre base, sans capacité significative de riposte, ne peuvent assurément pas protéger des populations menacées par des groupes terroristes. Comment d'ailleurs maintenir la paix quand elle-même, elle n'est pas rétablie? C'est pourquoi, et en toute vérité, nous devons changer la doctrine des opérations de paix qu'il convient de mettre à jour en intégrant pleinement la lutte contre le terrorisme, y compris en Afrique, dans cette nouvelle philosophie des Nations Unies. Et comme je l'ai indiqué dans mon adresse à la 77e session de l'Assemblée générale cette année, le terrorisme qui gagne du terrain sur le continent n'est pas qu'une affaire africaine. C'est une menace globale qui relève de la responsabilité première du Conseil de sécurité, qui est garant du mécanisme de sécurité collective en vertu de la charte de l'Organisation des Nations Unies. L'inertie du Conseil de sécurité dans la lutte contre le terrorisme en Afrique porte en elle-même la défaillance du système multilatéral. Pour inspirer confiance et adhésion, le multilatéralisme doit servir les intérêts de tous. Autrement, il continuera de susciter la méfiance des uns, la défiance des autres, et il finira par perdre la crédibilité et la légitimité attachées à son autorité. La Côte d'Ivoire, leader du commerce mondial des fèves brutes, jette son dévolu sur la transformation locale de cette matière première. Plus de 100 millions de dollars ont été investis dans la construction d'une usine de cacao dans le sud-ouest du pays. Une installation de 9 hectares dont la mise en service devrait être effective d'ici 2 ans. Plus de détails avec Joël Ballot. Selon les projections nationales, le volume de la récolte principale 2022-2023 de cacao en Côte d'Ivoire est attendu à 1,65 million de tonnes. Premier producteur mondial, la Côte d'Ivoire entend devenir un maillon indispensable dans le processus de transformation de cette culture, d'où l'injection de plus de 100 millions de dollars dans la construction d'une unité de transformation dans la ville de San Pedro, comme l'indique le ministre de l'Agriculture, Kobenan Adjoumani Kouassi. Nous estimons que lorsque il y a de la transformation qui est faite, il y a une plus-value donc du produit et cela va être répercuté sur la population. Nous disons que la transformation peut permettre donc à nos différents pays de pouvoir disposer de ce dont on a besoin pour satisfaire le producteur. En dépit des caprices du marché international, la filière cacao, grand contributeur au PIB ivoirien, fournit des moyens de subsistance pour près de 6 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Avec cette infrastructure, environ 1700 emplois verront le jour, reflétant l'objectif du gouvernement ivoirien, qui est d'accélérer la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et la création d'emplois durables pour la jeunesse. Le président est allé poser la première pierre l'autre jour à Anyama. Une sera construite à Abidjan et l'autre à San Pedro. Et tout cela pour nous permettre à terme de pouvoir transformer au moins plus d'1 million de notre production au niveau du pays. Après les travaux prévus sur 24 mois, l'ambition du gouvernement ivoirien est de traiter à travers cette unité 64 000 tonnes de fèves par an, extensible à 100 000 tonnes. Une usine qui va ainsi participer au nettoyage, séchage, broyage, torréfaction ou encore pressage de liqueurs de cacao.
C'est une étape importante dans l'extension du port en eau profonde de Kribi, dans la région sud du Cameroun. Le premier caisson du mur du quai a été mis à l'eau lors d'une cérémonie solennelle le 22 octobre. Le port de Kribi est présenté comme l'une des plus importantes plateformes portuaires de la côte ouest africaine. Les précisions de Narcisse Oum. Dans le sud du Cameroun, les travaux de développement de la deuxième phase du port en eau profonde de Kribi entrent dans une nouvelle phase avec la mise en eau du premier caisson de quai de cette étape de construction de cette plateforme portuaire. L'événement qui s'est tenu le 22 octobre traduit pour les autorités du pays un engagement ferme pour l'atteinte des objectifs dans le cadre de ce projet. Vous aurez certainement constaté, le gouvernement de la République a l'ambition de faire de ce port autonome de Kribi, une plateforme de référence en matière de transport et de logistique maritime. Je ne doute pas un seul instant que le vaste chantier de la phase 2 sera conduit et livré conformément au délai fixé d'accord partie et à ses spécifications techniques. L'installation de ce premier caisson pose ainsi les jalons d'une mise en œuvre harmonieuse du projet. Les 36 caissons en béton vont servir d'assises au nouveau quai en construction. Mis ensemble, ils permettront de créer le mur de séparation entre la mer et la terre ferme. La deuxième phase du port est très importante pour nous. Comme vous le savez, elle permet d'étendre les installations. D'abord, principalement les quais. On va construire 700 mètres linéaires supplémentaires. On aura 30 hectares supplémentaires aussi d'espace et beaucoup d'équipements, de portiques de quais. Ce quai comprendra une zone pour contenir de 70 000 tonnes et un autre de 100 000 tonnes pour un total linéaire de quai de 715 mètres. Un caisson pèse environ 600 tonnes pour une longueur de 20 mètres, 14 mètres de largeur et 18 mètres de hauteur. Les remblais avaient déjà commencé, mais avec le caisson, tout va avancer avec tout ce qui est réseau et plateforme, revêtement et bâtiment. Cet événement marque ainsi une étape importante dans les travaux d'extension de cette plateforme portuaire. Pour rappel, c'est en mars 2018 que le port en eau profonde de Kribi a lancé ses activités. Il est devenu la plateforme portant les nouvelles ambitions d'industrialisation du Cameroun et l'Europe logistique pour les économies des pays de la sous-région Afrique centrale. L'inscription de la ville de Ouidah au sud du Bénin au patrimoine immatériel de l'UNESCO était au cœur d'un colloque scientifique qui s'est tenu les 20 et 21 octobre. Ce site a notamment fait l'objet d'une réflexion autour du tourisme de mémoire. Et pour cause, Ouidah est connu pour son rôle dans la traite négrière transatlantique. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lifti Ounou. Des chercheurs, acteurs culturels et sociopolitiques se disent préoccupés de la question des mémoires de la traite négrière transatlantique en Afrique, en Amérique, en Europe et dans les territoires de l'océan Indien. Ouidah, la cité historique du Bénin, qui dispose de nombreux sites touristiques patrimoniaux, notamment les mémoires de la traite négrière, les pratiques culturelles liées au vaudou et les architectures anciennes, a abrité à cet effet, les 20 et 21 octobre 2022, le colloque international Mémoire et survivance de la traite transatlantique. Cette rencontre sur la traite négrière s'inscrit dans la deuxième phase du projet Mémoire et survivance. Il vise à tenter une inscription de Ouidah au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il faut promouvoir le tourisme de mémoire. Et nous avons un certain nombre de sites. Par exemple, Ouidah, c'est un site vivant de l'esclavage, enfin, du moins de la traite. Parce qu'il y a deux aspects. De cette époque-là, nous parlons de la traite. Mais l'esclavage aussi s'est déroulé en Afrique. De l'autre côté, il faut voir quelles sont les survivances dans le Nouveau Monde. Vous avez l'art culinaire. Porté par l'ONG Afrique Décide, présidé par Sylvestre Ediakoto et ses partenaires, ce colloque international qui a réuni des chercheurs et acteurs culturels de 13 nations du monde constitue une contribution intellectuelle à la restauration et la préservation des patrimoines mémoriels de Ouidah. Cependant, le gouvernement accorde depuis 2016 un intérêt particulier aux actes liés à l'histoire et patrimoine culturel du pays. Tout colloque scientifique en la matière intéresse le gouvernement pour pouvoir évidemment capter
et exploiter au besoin les actes du colloque qui certainement nous feront avancer une fois encore dans la réflexion sur la ville de Ouidah, sur son histoire et surtout sur notre capacité à mettre en tourisme. A noter que la reconstruction à l'identique de la cité historique de Ouidah est inscrite au titre des 11 projets phares du tourisme, art et culture du programme d'action du gouvernement PAG2. À Ouidah, de grands chantiers ont été lancés. La route de l'esclavage en plein redimensionnement patrimonial et touristique sera enrichie entre autres de la reconstitution d'un bateau négrier. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.